Bonjour à vous très chers téléspectateurs de 2EF TV et bienvenue à vous dans votre émission Complément de cours et conseils pratiques pour le baccalauréat. Nous aborderons aujourd'hui les langues, plus particulièrement la matière d'espagnol. Comment aborder un sujet et connaître toutes les techniques pour réussir son examen. Il en sera question dans cette émission en la compagnie de M. Béraud qui est professeur d'espagnol. Alors, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Bienvenue à vous sur notre plateau de complément de cours. Merci à vous de me recevoir. C'est un réel plaisir pour nous de vous accueillir et vraiment dans cette matière d'espagnol. Alors, je dirais la toute première question, c'est de savoir comment est-ce qu'un élève devra s'organiser pendant toute l'année académique pour réussir à son examen d'espagnol. D'accord. Merci bien madame. Je voulais vous réitérer une autre fois mes reconnaissances pour cette invitation à ce numéro. Je pense que c'est un thème qui est très important pour les élèves qui sont en classe de terminale et qui sont en littéraire. Bien, concernant la première question qui est de comment l'élève devra s'organiser pendant l'année scolaire, je dirais que il faut d'abord que l'élève de terminale en espagnol fasse un état des lieux. C'est-à-dire que dès le début d'année, qu'il sache à savoir à quel niveau il est, à quel niveau de l'apprentissage de la langue espagnole est-ce qu'il se trouve. Est-ce qu'il est à un bon niveau? Est-ce qu'il est à un niveau moyen? Est-ce que son niveau est en deçà de celui de sa classe de terminale? Alors, quand il fait l'état des lieux, la plupart du temps, on se rend compte que les élèves n'ont pas un très bon niveau. Alors, je conseille aux élèves qui sont en terminale de commencer déjà à se recycler à partir de leur classe de seconde. Parce que je suppose qu'après le BPC, on tourne en seconde A, alors en ce moment, tu es déjà littéraire. Alors, s'il n'a pas bien assimilé les enseignements de la classe de seconde, de la classe de première, je lui conseille de retourner à ces deux niveaux-là pour pouvoir se recycler. C'est surtout au niveau de la grammaire, au niveau de l'orthographe, au niveau de la lecture, pour qu'il puisse s'améliorer. Et ça, c'est un travail rigoureux, c'est un travail quotidien qu'il devra faire du début d'année jusqu'en fin d'année. À côté de cela, il faut qu'il soit assidu en classe. Il faut qu'il soit assidu, il faut qu'il s'approprie les enseignements du professeur. Il faut qu'il prépare d'avance les cours. En terminale A, par exemple, nous avons 8 tests qui sont au programme. Un élève curieux, en principe, devrait demander au professeur de lui remettre les 8 textes pour qu'à la maison, avant que le professeur ne vienne faire son cours, lui déjà il puisse commencer à les traiter à la maison, répondre aux questions, faire des recherches sur le thème abordé. Parce que en réalité, sur les 8 textes, il y a 3 textes qui portent sur l'Afrique, il y a 3 textes qui portent sur l'Amérique hispanique et il y a 2 textes qui portent sur l'Espagne. Alors, il doit savoir tout cela, faire des recherches sur généralement, ce sont des recherches de faits de société. Voilà, ce sont des phénomènes sociaux qu'on traite, comme par exemple la colonisation de l'Afrique, la consommation de la drogue, etc., etc. Donc, ce sont des choses qui doivent l'intéresser. Alors, je pense que si déjà, dès le début d'année, il s'intéresse à la langue, il n'y a pas de raison pour qu'en fin d'année, il ne puisse pas réussir à cette épreuve-là. Justement, vous dites que l'élève doit s'intéresser à la langue. Mais nous constatons réellement que ces élèves qui s'intéressent plus à cette langue-là, ce sont ces élèves qui, je dirais, qui prennent la langue espagnole, comme on dirait, en langue vivante 1. Alors, comment est-ce que, de façon générale, et plus particulièrement, l'élève doit, de cette série littéraire-là, il doit appréhender cette discipline-là? D'accord, c'est une très belle question, parce que je pense que, je vais ouvrir une parenthèse. Oui, moi, par exemple, je n'ai pas choisi de faire l'espagnol. L'établissement là où j'étais nous imposait une langue ou l'autre. Mais je dirais que c'est une chance pour moi d'avoir fait l'espagnol parce que je me demande si je pourrais comprendre l'allemand, si je pourrais être aussi excellent en espagnol qu'en allemand. Mais je pense déjà que
aujourd'hui, les élèves, surtout dans les établissements privés, ont l'occasion de choisir de faire l'espagnol ou l'allemand. Mais je voudrais dire qu'avant de choisir l'espagnol, il devrait se poser certaines questions. Ou bien il devrait réfléchir à pas mal d'aspects. C'est-à-dire que qu'est-ce que l'espagnol va m'apporter? Je pense que c'est là la question. Justement. Un élève qui fait l'espagnol, qui doit faire l'espagnol à LV1, ou bien qui a choisi de faire l'espagnol, je pense que l'espagnol déjà doit lui permettre d'avoir une ouverture sur le monde. D'avoir une ouverture sur le monde. Ça veut dire quoi? Au niveau de la culture générale, il doit avoir un avantage au moins sur les élèves de la série scientifique concernant la culture générale. J'entends d'aucuns dire que l'espagnol n'est pas une langue importante, l'espagnol n'est pas important. Non, je pense que ce n'est pas vrai, ils ne sont pas bien informés. Parce que figurez-vous, l'espagnol est la troisième langue la plus parlée au monde. Après le mandarin qui est la langue des Chinois, et l'anglais. Vous comprenez? Avec près de 400 millions de personnes qui parlent espagnol dans le monde, essentiellement en Amérique hispanique. Et à côté de cela, l'espagnol est la deuxième langue la plus importante au monde, après l'anglais. Vous comprenez? Donc, comme nous sommes dans un pays francophone, on a tendance à minimiser un peu ce fait-là, et c'est un peu à dessein. Parce que justement, nos colonisateurs, les Français, en gris, sont un peu chauvins, ils veulent qu'on parle de ce. Bon, c'est une parenthèse. Mais je veux dire que lorsque un élève fait l'espagnol, il doit avoir une culture générale, il doit faire preuve de culture générale. Il doit faire la différence dans un débat avec les autres. Parce que lui, il a l'avantage de parler une autre langue étrangère. Pour ne pas dire une troisième langue à côté du français, qui est notre langue officielle, et de l'anglais, qu'on fait partie depuis la 6e. Alors, s'il s'intéresse, par exemple, à la vie en Amérique hispanique, s'il s'intéresse à la vie en Europe, aux différents événements qui ont lieu en Europe, par exemple, avec la crise en Catalogne, je le dis en espagnol, la crise catalane, avec tout ce qui se passe là-bas, comment est-ce que là-bas, sur le plan de l'organisation politique, comment est-ce que ça fonctionne, l'organisation administrative, c'est très intéressant. On voit que c'est un choix politique qu'ils ont fait pour permettre à ce qu'il n'y ait pas de disparité entre le développement de chaque région. Et cet élève pourra réfléchir, par exemple, en histoire géo, pour poser des questions pertinentes à son professeur d'histoire. Par exemple, pourquoi est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on ne ferait pas comme en Espagne, par exemple, où il y a 17 communautés autonomes, où les 17 communautés autonomes travaillent d'arrache-pied pour qu'une communauté soit aussi développée que l'autre. Si vous voyez qu'on dit que les Catalans veulent leur indépendance, c'est parce qu'ils pensent qu'ils méritent aussi d'avoir un État comme tout autre État. Vous comprenez? Si l'élève s'intéresse à ce qui se passe en Guinée équatoriale, bref, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses qui peuvent emmagasiner et qui peuvent servir à l'heure de l'examen. Lorsqu'il sera devant son épreuve, il pourra faire preuve de transversalité. C'est une question de transversalité. C'est-à-dire que ce qui est vrai en espagnol, l'est aussi en anglais, l'est aussi en français, l'est aussi en histoire géo. Il peut être très à l'aise. À côté de cela, il peut avoir une culture littéraire. Parce que en Occident, on écrit beaucoup plus qu'en Afrique. Donc, si il s'intéresse aux auteurs qui ont écrit, par exemple, sur la période d'après-guerre en Espagne, parce que l'Espagne aussi a connu la guerre, comme nous l'avons connu ici en Côte d'Ivoire, l'Espagne aussi a connu la guerre pendant 3 ans, de 1936 à 1939. Et après cela, il y a eu une dictature monstre de Franco, jusqu'à 1975 à sa mort. Je veux dire que, et avec ça, il y a pas mal d'auteurs qui ont écrit sur cette période-là et qui ont fait ressortir certains aspects de la culture espagnole. Aussi, en Amérique hispanique, il y a aussi des écrivains qui écrivent sur les situations socio-politiques et tout ça. Donc, je pense que l'élève qui s'intéresse à tout ça, l'élève qui a choisi l'espagnol, n'en tirera que des bénéfices. Et sur le plan linguistique, alors là, c'est phénoménal parce que l'espagnol, elle a la même souche que le français. Justement, je veux en venir. Voilà, ils sont tous tirés. Moi, je dis à mes élèves que leur grand-mère, c'est avec que maman de papa ou de maman, c'est le latin. C'est pourquoi on voit que l'espagnol ressemble au français. Voilà, parce qu'ils viennent tous d'une langue souche qui est le latin.
que ce soit l'espagnol, le français, le portugais et l'italien ont la même langue souche. Alors, un élève qui est bon en espagnol sera forcément bon en français, sera excellent. Vous comprenez? Parce que je veux dire que l'espagnol, quand tu traduis l'espagnol au français, tu deviens pas pédant, mais tu deviens éloquent. Parce que tu emploies de bons termes au niveau de la conjugaison. Jusqu'à présent, les Espagnols sont restés à l'étape ancienne où il y a une rigueur dans les structures grammaticales. La concordance des temps aujourd'hui, lorsqu'on parle espagnol sans concordance des temps, ce n'est pas possible. C'est une faute grave de grammaire. Et chose sur laquelle les Français sont légers. Je vais vous raconter une histoire. Un de mes élèves, une fois, était en train de... il y avait un bruit, et puis je l'ai interpellé. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit comme ça, monsieur, ma voisine jeta mon stylo, je lui ai demandé qu'elle le ramassasse, et elle refusa. Et la classe a exclamé, le littéraire. Il dit non, c'est en espagnol. J'ai fait la traduction de l'espagnol au français. Parce qu'en réalité, quand on donne un ordre à quelqu'un au passé, à l'état du passé en espagnol, on doit mettre, lorsque le verbe de la proposition principale a un temps du passé, on doit mettre le verbe de la proposition subordonnée au subjonctif imparfait. Ce qu'on ne fait plus en français. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, ses camarades refusent de parler avec lui. On trouve qu'il parle trop gros français, mais lui, il en est fier. Il en est fier, il dit qu'il a trouvé quelque chose d'important de la langue espagnole. Donc je pense que pour ceux qui font la langue espagnole, pour les élèves, ce ne sont que de grands bénéfices qu'ils en tireront si seulement ils se concentrent et qu'ils sont réguliers, ils sont rigoureux dans le travail. Alors, tout à l'heure, vous venez de parler un peu, vous venez de donner l'exemple un peu de cet élève-là. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des chapitres sur lesquels l'élève devra vraiment se focaliser afin de réussir vraiment cette matière-là? Oui. Souvent on entend dire que la grammaire espagnole est difficile. Là, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que comme l'espagnol est la sœur du français, bon, nous, on ne se rend pas compte. Pour ces élèves qui font l'espagnol, ils diront que c'est difficile. Oui. Pour ceux qui ne le font pas vraiment, ils diront que c'est facile, oui, et que ça se rapporte au français. Justement, c'est ce que je voulais dire tantôt. Je veux dire que c'est parce que nous, on pratique la langue française qu'on pense que la grammaire est facile. Pourtant, la langue française est la langue la plus difficile, est l'une des langues les plus difficiles au monde. Donc, je voulais dire quoi? Je voulais dire que si un élève veut réussir son épreuve d'espagnol à l'examen, il y a une seule chose, c'est qu'il ait un bon niveau en grammaire. Un bon niveau en grammaire. Il connaît tous ces temps, que ce soit le passé simple. Je vais citer les temps les plus difficiles. Au moins ça le passé simple. Le passé simple, le subjonctif imparfait. Vous comprenez? S'il veut réussir son épreuve d'espagnol à l'examen, il faut qu'il maîtrise la grammaire. Il faut qu'il la maîtrise pour qu'il soit plus à l'aise devant son épreuve. Parce que même le fait d'avoir un texte devant soi, le simple texte qu'on est en train de lire, c'est vrai, on voit des lettres défiler, mais c'est la grammaire. Il y a des structures grammaticales à l'intérieur. Lorsqu'on ne les maîtrise pas, on ne peut pas s'en sortir. Il y a forcément, à l'examen, on va y arriver tout à l'heure, il y a forcément un chapitre qui est dédié à la grammaire. Lorsqu'on ne maîtrise pas les structures grammaticales, on ne peut pas s'en sortir. Donc, j'ai cité tantôt le subjonctif imparfait, le subjonctif présent et puis le passé simple, qui sont les trois temps les plus difficiles. Alors là, il faut les maîtriser. Parce que je le dis toujours, lorsque vous avez des choses faciles, des choses difficiles, mais si vous apprenez ce qui est facile, ce qui est difficile, vous vous fatiguez. Apprenez ce qui est difficile et considérez ce qui est facile comme acquis. Voilà. Donc, je pense qu'avec ces techniques, lorsque les élèves les observent, généralement, en début d'année, des élèves viennent, ils ont des a priori. Mais comment est-ce que je vais faire? C'était difficile en seconde, en première. Vraiment, je vais choisir ce comme un, mais j'ai peur. Quand on les rassure et qu'ils se mettent au travail, à la fin, les résultats sont étonnants. Voilà. Eh bien, monsieur Béraud, c'est vraiment intéressant de comprendre un peu le fonctionnement de cette langue-là. Et aussi, tous ces petits outils, j'espère que mes très chers téléspectateurs, ils observent, ils regardent et ils en prennent note. Ça. Alors, moi, je voudrais savoir aussi pour cette deuxième partie que nous allons aborder, les renforcements. C'est quelque chose d'important pour tout candidat à un examen. Essayer de mettre des exercices afin de pouvoir renforcer encore plus son langage. Alors, pourquoi une période de renforcement après toute une année de cours, surtout en espagnol? Bien,
je voulais aller globalement avant d'arriver en espagnol. Généralement, les élèves qui se renforcent, bon, il y a 3 types d'élèves. Il y a ceux qui n'ont pas suivi les cours normalement pendant toute l'année et qui mettent leur espérance en 2 semaines, 3 semaines, voire 1 semaine de renforcement et qui pensent que cela peut suffire pour qu'ils puissent s'en sortir. C'est possible. C'est possible. Il y a ces élèves-là, mais encore qu'il faut qu'ils s'approprient cela. Je veux dire que généralement, les élèves qui sont prompts à vouloir se renforcer sont ce type d'élèves-là. C'est pourquoi je dis toujours à tout élève que je rencontre que l'examen ne se prépare pas en 2 semaines, ni en 1 mois. Les examens se préparent dans un cycle. Lorsqu'on est orienté en seconde, que ce soit la seconde littéraire, que ce soit la seconde scientifique, c'est en ce moment qu'on commence à préparer l'examen. Et je leur dis, si vous n'avez pas pu préparer l'examen en seconde, ce n'est pas grave. Préparez-le en première. Si vous n'avez pas pu le préparer en première, ce n'est pas un problème. Préparez-le en terminale, dès le début de l'année. Si vous n'avez pas pu le préparer en terminale, au moins, arrangez-vous pour que, au début du 3e trimestre, vous puissiez commencer à le préparer. Parce qu'après, ça devient difficile. Vous allez passer des nuits blanches en train d'étudier. Vous allez vous stresser, vous allez vous surmener. Et souvent, certains, à force d'étudier, de penser que c'est dans les derniers moments, ils vont arriver à avoir tout ce qu'ils n'ont pas pu avoir pendant 9 mois. Certains ne prennent pas l'examen pour surménage. Vous comprenez? Donc, il y a ce genre d'élèves-là. À côté d'eux, il y a les élèves qui ont un niveau moyen, qui croient en eux, qui pensent que s'ils font beaucoup plus d'efforts, ils vont y arriver. Il y a ce genre d'élèves-là. Eux, quand ils vont au renforcement, tout dépend de là où on va au renforcement. Ça peut être même au sein de l'établissement. On peut faire des renforcements sans payer 5 francs. On peut aller vers des particuliers pour monnaie, cela. Je veux dire que ces élèves-là, généralement, ils font de bons résultats aussi à l'examen. Et puis, il y a des élèves qui sont excellents, qui veulent apprendre encore plus. Voilà, qui voient dans les cours de renforcement une occasion d'étoffer le bagage qu'ils ont acquis pendant toute l'année scolaire. Donc, je pense que pour l'espagnol, il est toujours bon d'apprendre. Il est toujours bon d'apprendre avec un ami, avec un professeur qui n'est pas forcément le nôtre, ou même avec le même professeur, on peut apprendre on peut avoir un plus dans l'apprentissage par rapport en classe. Donc, on ne finit jamais d'apprendre. Et pendant la période de renforcement, l'élève peut poser des questions sur tel ou tel chapitre qu'il n'a pas compris. Le professeur peut se rendre disponible pour expliquer à l'élève pour qu'il puisse vraiment emmagasiner tout cela. Donc, je pense que les périodes de renforcement ne sont pas mauvaises pour les élèves qui sont clairs d'examen. Surtout, le plus important, c'est de se les approprier, de ne pas avoir le sentiment après d'avoir perdu du temps pour rien. Parce qu'en réalité, tout ça, le bilan, c'est devant l'épreuve. Quand on est devant l'épreuve, on se pose des questions lorsqu'on est là. Attendez, lorsqu'on n'arrive pas à décoller, lorsqu'on n'arrive pas à démarrer, ça veut dire que même si on a fait 1 an de renforcement, ça ne nous a pas servi. Vous comprenez? Donc, c'est un peu cela. Alors, eh bien, Monsieur Béraud, nous sommes vraiment ancrés dans ce thème-là. Mais je demande justement à nos très chers téléspectateurs de ne vraiment pas quitter le siège, car nous revenons juste dans quelques instants, juste après la pub. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Rentrée académique 2018-2019. Parents, élèves, étudiants, travailleurs. HETech, c'est plus de 20 ans d'innovation, de succès et de formation de cadres compétents. Avec la compétence de nos diplômés reconnus par le monde professionnel. Une mobilité internationale garantie. Une possibilité de double diplomation Conakry-Abidjan. Une formation pratique avec des professionnels aguerris. Une bibliothèque numérique. Des salles climatisées. Pour la réalisation de vos ambitions académiques et professionnels en DTS, BTS, licence professionnelle et master, rejoignez HETech Conakry à Lambani, Carrefour d'Addis, à 150 mètres derrière la station Shell. Infoline 666 91 99 99 626 63 44 60. HETech, la trajectoire de votre réussite, l'école de votre entreprise.
Agitel Formation, cours pour travailleurs. Ismaël envisage une formation adaptée à sa fonction. Il a opté pour une licence professionnelle d'Agitel Formation. Héloïse, soucieuse de booster sa carrière professionnelle, a opté pour un master. Avec Agitel Formation, préparez des masters, licences professionnelles reconnus par l'État et le CAMES en finance, marketing, communication, logistique, ressources humaines et informatique. Les inscriptions ont débuté et se poursuivent au campus Agitel, 6 à la Riviera Palmeraie. Faites le choix de la meilleure formation pour vous aider à conquérir le monde du travail. Agitel Formation pour la mondialisation de votre formation. Instant pub. Instant pub. Instant pub. De retour sur notre plateau, je rappelle que vous êtes dans votre émission Complément de cours et conseils pratiques pour le baccalauréat. Nous sommes accompagnés aujourd'hui de M. Béraud, qui est professeur d'espagnol, et nous entretenir un peu sur la matière d'espagnol. Comment est-ce qu'il faudrait avoir tous les outils nécessaires afin de pouvoir nous préparer suffisamment à affronter l'espagnol lors de notre examen. Bien sûr, Eh bien, M. Béraud, avant d'aller à la publicité, je dirais à la pause, nous étions sur un point assez important pour le candidat. D'abord, nous avons parlé un peu de la question des cours de renforcement. Maintenant, moi, j'aimerais savoir aussi, tous nos téléspectateurs, s'il y a bien sûr des choix d'accompagnement. Comment est-ce qu'on peut faire un choix d'accompagnement afin de pouvoir nous aider dans, je dirais, cette période de renforcement-là? D'accord. Concernant le choix d'accompagnement, je voudrais que le candidat doit choisir des professionnels en la matière. D'accord. Voilà. Quand vous parlez de professionnels en la matière, vous parlez de... C'est-à-dire le professeur qui doit les accompagner dans le renforcement. Des gens qui ont été formés pour former les enfants. Je veux dire, excusez-moi, je serai obligé de le dire clairement, souvent la période de renforcement des élèves est choisie par certains de mes collègues comme une période pour se faire un peu d'argent en fin d'année. Et là, ce n'est pas bien, ce n'est pas normal. Et ce n'est pas acceptable. Parce que je me dis que finalement, on sacrifie l'avenir des enfants au profit de quelques pièces d'argent ou de quelques billets. Et on le voit dans la manière de faire les cours. Les professeurs viennent, ils donnent des exercices aux élèves, souvent ils vont s'occuper à autre chose et ils reviennent après, ils corrigent et puis bon, finalement l'élève n'a rien appris du renforcement. Je demande aux élèves de se faire accompagner par des professionnels, par des personnes qui savent identifier le problème de l'élève et qui vont à l'essentiel, mais qui sont efficaces. De telle sorte que l'élève sorte de cette période d'apprentissage ou de renforcement avec quelque chose de nouveau, ou bien après avoir compris quelque chose qu'il n'avait pas compris depuis longtemps, depuis toute une année scolaire. Je me souviens, lorsque j'étais en troisième, on faisait des cours de renforcement avec un de nos professeurs de lycée. Il s'agissait de la physique-chimie. En l'an 2000, on appelait ça encore sciences physiques. Et j'ai un ami qui ne comprenait pas du tout. Il ne comprenait pas du tout la chimie. Il ne comprenait pas. Nous comprenions. Nous essayons de lui expliquer, de pousser, mais essayer de lui expliquer, mais ça n'allait pas du tout. Et puis après, lorsqu'on est sorti, il a pris le professeur de côté et il a dit qu'aujourd'hui, tant que je ne comprends pas, je ne vais pas à la maison. Mais il a compris le chapitre, mais je vous assure qu'il a eu 19 sur 20 à l'examen. Et en l'an 2000, l'épreuve de physique était de coefficient 3. Donc imaginez-vous, 19 fois 3, ça fait beaucoup. Donc je veux dire qu'il faut que les élèves choisissent des enseignants qui doivent être à leur écoute, qui ne doivent pas les blâmer lorsqu'ils ne comprennent pas, mais qui doivent se mettre à leur disposition. De telle sorte qu'à la fin de cette période-là, les élèves soient fin prêts pour aborder l'épreuve d'espagnol à l'examen. Voilà un peu. Alors, merci beaucoup à vous, M. Béraud. Grand merci à vous pour tous ces conseils, ces techniques que vous donnez aujourd'hui à ces candidats qui vont bientôt, je dirais bientôt passer l'examen du baccalauréat et surtout pour ceux qui ont choisi vraiment la matière d'espagnol. J'espère que tout ce que vous avez dit sur ce plateau pourront leur servir un peu, je dirais, comme une force nécessaire de pouvoir affronter l'espagnol. Et grand merci aussi à vous, très chers téléspectateurs, qui nous avez suivis pour cette émission Complément de cours et conseils pratiques pour le baccalauréat. J'espère que tous ces conseils vous aideront vraiment à pouvoir affronter vos épreuves d'espagnol au baccalauréat. Sur ce, au revoir et à bientôt pour un prochain numéro.